AFG. Ensemble, transformons l'énergie. Pour avoir votre regard sur la transition énergétique et écologique pour les entreprises que vous représentez, qu'est-ce que cela implique, notamment en matière d'investissement? Quelles sont les conséquences pour les entreprises que vous représentez? Bonjour à tous. Bon, je vous remercie d'avoir dit que je n'étais pas un spécialiste. Vous avez tout à fait raison, ça me décontracte devant le panorama d'experts qui est là. Bon, il suffit de répondre à la question en quelques minutes, mais effectivement, on n'est pas devant une transition, j'allais dire classique. Le capitalisme, depuis 200 ans, a vécu des tas de transitions technologiques. Là, on est devant une véritable révolution, parce qu'au fond, ce qu'on nous demande, c'est de continuer à produire, de continuer à voyager, à vivre, à consommer, mais tout en arrivant vers la neutralité carbone. Or, chacun sait, c'est un principe de physique basique, c'est que produire, c'est émettre du CO2. Donc c'est beaucoup plus qu'une transition, c'est une révolution. Et d'ailleurs, je suis même pas sûr que tout le monde ait bien intégré, toutes les entreprises, l'ampleur du changement qui nous attend. Alors, à moyen terme, avec la neutralité carbone en 2050, mais même à très court terme, avec l'objectif de 2030. Nous, on a fait chiffrer par un institut les dépenses supplémentaires d'investissement que les entreprises allaient avoir à faire, alors aux bornes simplement des entreprises qu'on représente, c'est-à-dire en excluant l'agriculture, en excluant les consommateurs. On arrive à 40 milliards d'euros supplémentaires par an, ça fait 20% d'investissement en plus, et des investissements qui n'auront pas de retour sur investissement au sens en tout cas traditionnel du terme. Bien sûr qu'ils auront un retour sur investissement puisqu'ils émettront de l'émission carbone, mais il n'y aura pas de payback financier. Donc c'est évidemment très très lourd comme surplus, mais indispensable. Alors, comment est-ce qu'on juste l'autre point qui caractérise cette transition, c'est la nécessité de planifier. Alors quand j'avais employé je proposais de planification écologique, ça avait fait bondir de joie Jean-Luc Mélenchon, mais je n'ai pas exactement la même vision que lui de la chose. C'est-à-dire que pourquoi on parle de planification alors qu'on pourrait se dire l'économie de marché n'a pas besoin de planification? Parce qu'on est sur des horizons de temps 2050 qui vont au-delà de l'horizon de temps traditionnel des entreprises. Et qu'on a besoin d'avoir les points de la courbe et pas seulement d'ailleurs le point final. Et c'est pour ça que c'est un sujet presque scientifique qu'il faut regarder filière par filière et qu'il faudrait arriver, je dis ça au conditionnel, à dépassionner. Parce que malheureusement, souvent, c'est un sujet qui est émotionnel, alors qu'il devrait être très rationnel. On a un objectif de baisse d'émissions carbone, on a de la technologie, des coûts associés à cette technologie, des investissements associés à cette technologie, et c'est comment on fait dans le ciment, comment on fait dans l'acier, comment on fait dans les transports, avec effectivement un mix de solutions, un mix d'énergie. Alors vous parliez effectivement de la nécessité d'investir, investir massivement. Dans le contexte actuel, comment est-ce qu'on fait pour financer ces investissements? Surtout si vous le disiez, vous n'attendez pas forcément de retour sur investissement, de cashback. Alors a fortiori quand on a des taux d'intérêt qui montent. Sur les prix de l'énergie, du gaz et de l'électricité, je ne veux pas apparaître trop pessimiste, surtout dans cette instance, mais je tire quand même la sonnette d'alarme. Vous vous souvenez qu'en 2020, en mars ou avril 2020, il y a beaucoup d'économistes qui avaient parlé du mur des faillites. À l'époque, au MEDEF, on était un peu les seuls à dire que ça n'arriverait pas, et ça n'est pas arrivé. Là, sans être trop alarmiste, je commence sérieusement à m'inquiéter d'un risque de mur des faillites si on ne résout pas le problème de l'électricité, du prix européen de l'électricité dans un horizon très court. Je suis inondé encore, il y a quelques minutes, sans parler de textos ou de mails d'entreprises de divers secteurs, et pas que des industries énergo-intensives, qui appellent à l'aide avec l'arrêt de la production, ou en tout cas un ralentissement très fort de leur production. Et pas que des industriels, ça touche aussi des gens pour qui, jusqu'à présent, la facture d'électricité, au fond, je pense qu'ils n'en connaissaient pas leur montant. Les contrats qu'on nous propose, mais vous le savez mieux que nous, sont des contrats à 600, 700 euros le mégawattheure, là où la plupart des entreprises étaient couverts. Alors bon, il y a tous les cas de figure, mais enfin en dessous de 100 euros, c'est sûr et certain. Et ça touche tout le monde, c'est des contrats de 3 ans, donc avec un renouvellement par tiers, évidemment, on arrive à toucher un tiers de prise. Donc il y a urgence. Alors je sais que dans cette pièce, j'allais dire, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui seront contre. Il y a urgence à convaincre nos partenaires européens. Nous, on a fait notre travail auprès du patronat allemand
qui a commencé à, je sais pas comment dire, à évoluer sur ces principes assez dogmatiques jusqu'à présent. Mais ça va être une question de survie pour beaucoup de nos adhérents. Alors, comment on fait pour investir? On prend sur sa marge. Je fais un lien quand même avec la baisse des impôts de production. Contrairement à ce que disent certains, il ne s'agit pas d'augmenter les dividendes d'actionnaires rapaces situés en Californie ou ailleurs. Il s'agit de surinvestir dans cette transition à tous les échelons. Parce qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que effectivement, il y a de l'investissement. Et puis après, il y a un sujet qu'on a collectivement devant nous, c'est que produire plus vert, dans 90% des cas, c'est produire plus cher. Sinon, on l'aurait fait avant. C'est aussi darwinien que l'économie de marché. S'il y avait des solutions pour produire du béton bas carbone, de l'acier bas carbone, à moindre coût, il y a longtemps que les industriels l'auraient fait, tout simplement pour leur propre intérêt. Et là, on rentre dans un autre sujet qui est effectivement comment on partage le fardeau quelque part avec le circuit aval et avec le consommateur final. J'étais ce matin dans un petit déjeuner sur la filière béton, qui est un des gros émetteurs de carbone, vous le savez, qui fait des efforts, qui est capable de réduire d'un tiers à peu près ses émissions carbone, mais avec un coût du produit final du béton plus élevé. Or, en aval, le constructeur de maisons individuelles, ou d'ailleurs l'acheteur public qui fait construire un lycée ou que sais-je, n'est pas complètement capable de transmettre ce surcoût. En tout cas, ce n'est pas aujourd'hui aussi simple que ça. Donc c'est collectivement notre capacité en tant qu'espace économique européen à absorber ces surcoûts. Et ça passe aussi, mais vous m'avez déjà entendu, sur une forme de protection aux frontières. Alors là aussi, c'est vrai que on dit, mais le MEDEF est devenu protectionniste. Non, la juste ou la libre concurrence, c'est la juste concurrence. C'est-à-dire qu'à un moment, si les régulations diffèrent trop entre la plaque européenne, la Chine, l'Inde et la plaque américaine, on ne peut pas être en concurrence pure et parfaite, c'est pas vrai, parce qu'on a des objectifs de décarbonation qui sont plus ambitieux que nos voisins. On a aussi des objectifs de souveraineté, Madame Wargon le rappelait tout à l'heure. Aujourd'hui, on a l'impression que le coût de l'énergie qui s'envole, c'est un petit peu le prix qu'on paye, sans faire de mauvais jeu de mots, des politiques qu'on a engagées depuis des années. Pardon, mais enfin quand même les Allemands. Je suis désolé, je vais faire dans le monde politiquement correct, mais enfin les Allemands, et Madame Merkel en particulier, a une responsabilité devant l'histoire énorme. Je vous rappelle quand même que quelques mois avant la Russie, on devait faire un Nord Stream 2. Enfin, on l'a fait d'ailleurs, on devait ouvrir un Nord Stream 2 qui nous aurait mis encore plus, enfin nous collectivement, enfin l'Europe du Nord, en dépendance. Et il faut le dire, certains pays sont dans une dépendance absolue. Enfin, l'Autriche, je ne sais plus quelle est la part de gaz russe qu'ils avaient au début de la guerre, mais c'est absolument phénoménal. Donc oui, on le paye aussi indirectement avec un parc nucléaire qui a été désinvesti, sous-investi. Mais là aussi, l'Allemagne ne nous a pas aidés, c'est le moins qu'on peut dire. Déjeuner là, avec l'ambassadeur du Japon, moi j'ai été très surpris. Le Japon, qui est le pays qui pourrait être le plus anti-nucléaire, à la fois pour des raisons historiques que vous connaissez tous, mais aussi à cause de l'accident de Fukushima, non seulement à garder ses centrales, mais ils veulent renucléariser. Mais ils sont en train de réfléchir à la réouverture de centrales. Bon, donc oui, la souveraineté, là aussi c'est un mot qui ne fait pas peur au MEDEF, en tout cas au MEDEF que je préside, c'est une nécessité, c'est pas le protectionnisme, c'est l'autonomie stratégique. On a les moyens avec les ENR, dans lequel j'inclus bien sûr le biométhane, et j'en profite pour dire quand même qu'il y a peut-être un effort marketing, communication à faire autour de l'intégration du biogaz dans les ENR. Là aussi, c'est un travail collectif, parce que c'est vrai que ce n'est pas le réflexe normal qu'on a les uns et les autres. Mais dans les ENR, il y a bien sûr le biométhane, et le nucléaire sont le pool d'énergie qu'il nous faut pour arriver à une souveraineté de long terme. Alors on l'entend dans votre discours effectivement que vous êtes très attentif à la compétitivité, et on comprend puisque vous représentez les entreprises. Est-ce que néanmoins vous portez une attention toute particulière aux problématiques d'acceptabilité sociale, notamment au vu de ce qu'on a pu constater il y a quelques années? Je pense évidemment au mouvement des Gilets jaunes. Alors vous savez, je vais vous faire sourire. Moi j'ai devant chez moi, ma maison en Bretagne, un parc éolien offshore que le président de la République allait inaugurer le jeudi.
Et donc j'ai vécu de très près toute la polémique. Bon, moi j'y suis favorable, ça a un impact paysager indiscutable, mais enfin à un moment il faut savoir ce qu'on veut. Simplement, on vit finalement tout le monde est un peu schizophrène dans cette affaire. C'est-à-dire que toutes les ONG des Pays de Loire sont contre ce parc éolien offshore. Alors avec des arguments certainement valables de biodiversité, de pêche, de paysage, de destruction, de l'impact visuel, tout ce que vous voulez. Bon, donc oui, nos concitoyens sont schizophrènes. Ils sont tous pour la transition, mais ils ont un problème de porte-monnaie, ils ont un problème comment dire, not in Baba Garden. Je ne sais pas quelle est la traduction en français. C'est-à-dire qu'ils veulent bien des éoliennes, mais pas chez eux. Ils veulent bien des centrales biométhane, mais pas à côté de chez eux, etc., etc. Donc, à un moment, il faut qu'on arrive à associer évidemment le grand public. Je pense quand même, sur ce sujet que je connais un tout petit peu, qu'il y a eu beaucoup de fautes faites sur les projets ENR, et notamment la manière d'associer les populations locales, peut-être en leur donnant accès à un tarif préférentiel, peut-être en faisant en sorte qu'il y ait un retombée économique mieux partagée. Il y a une manière de concevoir la transition qui est peut-être plus associative et moins colbertiste et centralisée que ce qu'on a connu. Alors évidemment, on n'est pas un pays qui a cette tradition-là de décentralisation. Je pense qu'on peut faire mieux. On n'a pas le choix de toute façon. J'allais dire de gré ou de force, il faudra y aller. Et donc, essayons de trouver des moyens plus, je ne sais pas si le mot plus démocratique est pertinent, mais plus associant les parties prenantes pour aller de l'avant. Justement, question association, vous parliez tout à l'heure de planification écologique, le CNR va s'ouvrir avec en ligne de mire. Enfin, le CNR, c'est ouvert. C'est ouvert, tout à fait, effectivement. On s'est caillé à Marcoussis pendant 8 heures, président de la République compris, donc vous ne pouvez pas dire qu'il s'est ouvert. Il s'est ouvert, effectivement. Là, on était en pleine transition, je peux vous dire. Alors voilà, transition énergétique, coûts de l'énergie sont évidemment en ligne de mire. Quelles sont les solutions que vous préconisez en matière de concertation et notamment pour que les entreprises soient entendues ? Alors, je ne sais pas si le CNR va être le lieu de la concertation, parce qu'on va faire on va traiter des grands sujets de long terme. Enfin, en tout cas, si j'ai compris, l'objectif, c'est plutôt d'essayer de tracer des perspectives sur les grands sujets. C'est pour ça, d'ailleurs, que c'est le commissaire au plan qui est en charge de ça. Mais par contre, il faut un moment que ça redescende et que les citoyens et les entreprises, j'ai l'impression que ça ne se fait pas sans eux. Et moi, ce qui m'inquiète dans la manière dont est abordée, je l'ai un petit peu évoqué au début, la transition, c'est le côté très émotionnel des choses et ascientifique au sens du A privatif. Je vais vous donner un exemple qui est pour moi un contre-exemple, et là je vais faire un peu de politique, qui est la loi climat et résilience. On est arrivé, alors je crois qu'il y a 328 mesures dans la loi climat et résilience. Nous, on a fait évaluer par un organisme indépendant le coût de la tonne de carbone évité par les 20 premières mesures, enfin les 20 plus efficaces en termes d'évitement de carbone. On arrive à un coût de 800 € la tonne. Pourquoi ? Parce que ce sont des mesures qui sont symboliques, qui sont emblématiques, qui sont visibles, qui sont émotionnellement compréhensibles par nos concitoyens, mais qui ne sont pas celles qui sont les plus efficaces pour économiser des émissions de CO2 et donc faire atteindre l'objectif climatique qui est le nôtre. Je vous donne un exemple très simple qui est assez emblématique. L'obligation, à partir de, je ne sais plus quoi, en 2025, je crois, de végétaliser le toit des entrepôts. Bon, c'est très sympa comme principe, mais ça coûte une blinde. Ça coûte une blinde en entretien après. Et l'impact de puits de carbone est faible, en tout cas faible en regard du coût. Ce que je veux dire, c'est qu'il vaut beaucoup mieux taxer, c'est le président Medvedev qui le dit, le carbone émis, et laisser les entreprises choisir la manière de s'acquitter de cette taxe en investissant dans les systèmes les plus efficaces, plutôt que d'avoir des mesures qui certes sont symboliques, certes sont visibles. Alors, on fait de la politique, je comprends qu'il faut qu'il y en ait quelques-unes, mais qui n'ont pas le bon impact et en tout cas la bonne efficacité. La transition climatique, c'est un sujet scientifique où on a besoin de science, de rationnel. Je ne suis pas toujours d'accord avec Jean-Marc Jancovici, mais au moins il fait des propositions.
qui sont parfois irréalistes filière par filière. Enfin, il a une démarche scientifique où il essaye, zone d'émission, enfin filière d'émission par filière d'émission, de proposer une trajectoire de neutralité carbone. Je pense que c'est la bonne démarche, et c'est comme ça qu'il faut associer les entreprises, plutôt, pardon de le dire un peu violemment, que de manipuler des citoyens qui ne peuvent pas être experts de sujets hyper techniques pour les amener à prendre des mesures qui, effectivement, parlent aux citoyens, mais qui ne sont pas, encore une fois, efficaces. C'est un sujet trop sérieux pour le laisser, au fond, à un arbitrage qui n'est pas le bon. C'est compliqué, néanmoins, effectivement, de faire sans les citoyens, mais derrière, de demander le fait qu'ils comprennent et qu'ils acceptent. Il y a un vrai enjeu, là. Là, on était sur des mesures. Dans les 328 mesures, l'essentiel des mesures concerne soit les entreprises, soit les collectivités. On n'est pas sur très peu de mesures citoyennes, si je veux dire, de comportement. C'est d'ailleurs un des problèmes, hein, par ailleurs, parce qu'effectivement, on a besoin de tout le monde. On a besoin des consommateurs aussi, qui, dans leur comportement, doivent aussi aller vers cette transition. Et c'est autour de ça, je pense qu'il faut réfléchir collectivement. Je ne dis pas que c'est facile. Évidemment, c'est compliqué parce que c'est des contraintes supplémentaires. Je ne dis pas que les autres font beaucoup mieux. Hein. Ce type de problème se retrouve partout en Europe. Parce que forcément, quand on demande aux gens de faire un effort collectif, c'est compliqué. Mais au total, il faut qu'on arrive à rationaliser ce débat. C'est compliqué, effectivement, mais il faut le faire, c'est une obligation. Merci à vous, Geoffroy Roux de Bézieux, pour votre éclairage sur les enjeux de transition énergétique vus des entreprises. AFG. Ensemble, transformons l'énergie.